Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être venus aussi nombreux en cette fin de matinée avant d'aller manger. J'espère que je vais vous mettre l'eau à la bouche en vous montrant plein de trucs. On ne va pas parler de malware comme Sonia juste avant moi, mais on va parler de Symfony, de PHP et surtout de Silius. Le but, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, en partie, parce qu'en 40 minutes top chrono, c'est ambitieux. À la fin, vous aurez droit à un QR code qui mènera vers un repository GitHub où vous pourrez approfondir les sujets qu'on va voir ensemble si vous voulez. Et je vais insister vraiment sur les points spécifiques à Silius. Donc vous allez voir du Symfony. Je vais moins insister sur tout ce qui est basique Symfony, ORM, etc. Donc déjà, qui a déjà fait du Silius ici? Qui a déjà fait du Silius 2? Un peu moins de monde. Et qui a des projets Silius 2 en prod? Bravo à vous. Je vous rassure, la conf, elle est pour tout le monde. Donc que vous en ayez déjà fait ou pas, vous allez apprendre des choses. Mais avant, on va déjà faire un petit récap. Donc pour info, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la première bêta, elle est sortie en 2016. On a eu la version 1.0 en 2017. Donc on est sur un framework e-commerce qui a déjà 8 ans quand même, mine de rien. Et le produit a pas mal évolué au fil des années. Aujourd'hui, on a eu en fin novembre 2024 la LTS de la version 1. Donc c'est la version 1.14 et Silius a en même temps publié la 2.0. Actuellement, en 2025, on est sur la version 2.1 avec PHP 8.4 et Symfony 7.3. Les différences qu'on va avoir entre Silius 1 et Silius 2, je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai fait ma petite liste pour vous la présenter. Déjà, on va avoir le passage d'API Platform 3 à API Platform 4. On a le front et le back-office qui va passer en Bootstrap, alors qu'avant, on avait du Semantic UI. Et Semantic UI, c'est un framework front qui a été déprécié il y a quelques années. Donc là, on est sur du Bootstrap tout beau, tout neuf, et on peut enfin se servir du thème de base en front. On a aussi le passage de Windows State Machine à Symfony Workflow, parce qu'en Silius 1, Symfony Workflow n'existait pas encore, mais là, Silius s'est adapté à Symfony, et on utilise bien les Symfony Workflow. Silius en a profité aussi pour intégrer les live components, que ce soit en front ou en back-office. Et un concept a été mis en place, ça s'appelle les twig hooks, et on va voir plus en détail ce que c'est tout à l'heure. On va pouvoir passer à l'action. Le but, je ne sais pas si vous l'avez lu dans le résumé de la conf, mais c'est de présenter ma collection de jeux vidéo. J'aurais pu faire ça tout simplement en utilisant par exemple des produits, etc. Mais là, je veux vraiment vous montrer comment on va développer en back-office et en front pour réussir à mettre en place ma collection de jeux vidéo. Le schéma de base de données, je vais aller vite dessus parce qu'on va le revoir un peu plus en détail après. Mais je vais avoir trois entités. Donc, je vais avoir mes jeux qui vont être reliés à des consoles de jeux. Et chaque console de jeu sera liée à un constructeur. Avant de créer nos entités, on va déjà setup le projet. Donc pour setup le projet, sur notre stack local, je vais utiliser Docker. Donc dans mon Dockerfile, je vais avoir une base de données et un mail catcher pour venir débugger les mails en local qu'on va vouloir envoyer. Ensuite, ça, c'est une partie un peu particulière, je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet de gérer tout ce qui est domaine.wip avec le Symfony Server. Et en parlant du Symfony Server, on va le démarrer et on va aussi démarrer nos containers. Maintenant que les containers sont en route et le serveur aussi, on va pouvoir setup la base de données, donc on va la créer et jouer les migrations. Une fois qu'on a la structure de base de données, on va charger des fixtures. Donc les fixtures, c'est des données d'exemple de test. Donc Silius, quand on l'installe, propose déjà des données de test. Et on va en faire tout à l'heure des fixtures. Et ensuite, c'est des petites commandes où on va setup les Messenger Symfony, on va générer les JSON Web Tokens et on va aussi build les thèmes et installer les assets. Une fois que ça c'est fait, j'arrive sur mon site, j'ai bien mon shop Silius et mon admin avec toutes les données d'exemple qui sont chargées par Silius. Avant de coder, on va installer deux petits plugins. Donc pour info, un plugin, c'est un bundle Symfony qui a besoin de Silius pour fonctionner. C'est la nomenclature qu'on utilise.
Et chez Monsieur Biz, on a une vingtaine de plugins. Et aujourd'hui, on va en installer 2. Le premier qu'on va installer, c'est le Media Manager. Le Media Manager, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de gérer les champs images de manière à ce que l'utilisateur charge les images qu'il souhaite. Il peut les réordonner comme il veut. Et après, nous, dans le formulaire, c'est juste un champ qu'on vient intégrer. Ensuite, on va mettre un deuxième plugin, c'est le Rich Editor. Le Rich Editor, il fait plein de trucs. Moi, je vais m'en servir pour un cas très particulier. Il va me permettre de charger des images durant mes fixtures. Donc, quand je vais charger mes données test, je vais lui donner des images. Mais sinon, concrètement, le plugin du Rich Editor, il vous permet d'avoir ce genre de champ en admin où vous allez pouvoir manipuler des éléments, créer un titre, des textes, des images. On peut en ajouter des nouveaux. Donc, vous avez de base une bibliothèque d'éléments, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Donc là, on voit par exemple que je viens mettre une image qui utilise aussi le Media Manager qu'on a installé avant. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à l'action pour de vrai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en 40 minutes? Enfin, un peu moins maintenant, vu qu'on a commencé depuis un petit moment. On a setup le projet, ça c'est fait. Maintenant, on va avoir différentes thématiques Silius et on va commencer par les ressources Silius. Donc, une ressource Silius, c'est une entité doctrine généralement. Et en déclarant une ressource, Silius va nous générer automatiquement plein de services. Silius va générer des factories, des repositories, des entity managers. Et les ressources Silius permettent également de gérer les entités qui vont avoir des champs avec des traductions. Donc là, par exemple, dans l'entité des jeux, on va créer un champ nom qui sera traduit. On va passer à l'attaque, on va créer nos entités. Donc la plus simple, premièrement, c'est le constructeur. Elle va juste se composer d'un nom et d'un logo. Et je vais déclarer la ressource de cette façon. Donc on voit qu'il y a une partie où on va déclarer le repository, la table. Donc tout ça, c'est de l'ORM, c'est du doctrine. J'ai aussi mis la petite validation via assert, comme ça, je n'avais pas à la faire dans les formulaires. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le as-ressource qu'on voit au niveau des attributs PHP 8. Et dans l'alias, je vais lui donner le nom de ma ressource. Donc ici, la ressource, c'est app.constructor. Et on va faire en sorte aussi que notre constructeur implémente la ressource interface. Pour la console, c'est grosso modo la même chose. C'est juste qu'on va avoir une relation 1N avec le constructeur. Mais sinon, on voit bien qu'on déclare le as-ressource. Cette fois-ci, l'alias, c'est app.console. Et on implémente toujours la ressource interface. Pour le jeu, donc, comme je disais précédemment, on va avoir une petite particularité où on va gérer le champ des traductions. Donc ça va nous générer 3 tables, parce que déjà, j'aurai déjà la table pour les jeux. Ensuite, on aura la relation NN avec les consoles, donc ça va générer une table d'association. Et on a une 3e table qui va contenir les informations de traduction. Donc j'ai un champ name pour le nom du jeu, et Silius va me créer des colonnes translatable ID et local pour dire le nom du jeu concerne tel jeu et c'est telle langue. Donc, pour créer des ressources Silius avec des traductions, on va le faire en 2 étapes. On va déjà créer la Game Translation. Pour créer la Game Translation, on ne va pas mettre de as-ressource cette fois-ci, parce que ma ressource, ce n'est pas la translation. Par contre, on va implémenter la ressource interface et on va aussi implémenter la translation interface pour dire à Silius, attention, c'est une traduction. Pour le jeu, là, pour le coup, ça va vraiment être une ressource. Donc, on va mettre le as-ressource et son alias app.game qui va implémenter la ressource interface. Et on va lui faire aussi implémenter la translatable interface pour dire à Silius, c'est dans l'autre sens, c'est un translatable et pas une translation. Pour mettre en place les méthodes de l'interface, on va utiliser le translatable trait, donc c'est un trait qui est proposé par Silius. Et on va lui donner quelques configurations pour renommer certaines méthodes et s'en servir après. On voit aussi qu'il y a la relation NN avec la console qui a été gérée pour l'ORM. Pour les ressources avec traduction, on a une petite étape particulière. Pour le moment, on ne peut pas tout faire en attribut PHP 8, donc je suis obligé de déclarer ce petit YAML
pour dire attention, la ressource app.game, elle a comme traduction la game translation. Une fois qu'on a créé les ressources, on va pouvoir les débugger. Silus va proposer une commande pour débugger les ressources. Et ici, on voit bien que, en plus de toutes les ressources Silus qui sont proposées nativement, on a bien nos consoles, nos constructeurs et nos games. Si on vient mettre en paramètre le nom d'une ressource, on va pouvoir la débugger plus en détail et vraiment avoir toute sa configuration. Tout à l'heure, je parlais de services autogénérés quand on crée une ressource Silus. Si je lance un debug container et que je grep sur game, par exemple, on va voir que ça m'a créé notamment des entity managers, ça m'a créé des factories, des repositories et un contrôleur. Tous ces services-là, on va pouvoir s'en servir et les auto-wirer dans les différentes classes qu'on va mettre en place. Je n'ai pas tout mis parce qu'il en génère encore plus. Là, j'ai vraiment mis les principaux et ceux qu'on va utiliser juste après. Je fais un petit aparté sur les repositories. On peut aussi déclarer notre propre repositories de ressources. Et je vais le faire notamment pour les jeux. Comme les jeux est une ressource avec traduction, je vais en profiter pour faire un repository. Je vais lui faire implémenter la repository interface de Silus. Et pour implémenter les méthodes de l'interface, Silus me propose le ressource repository tree. Donc on va l'utiliser. Dans le construct, on va lui dire tu as un repository de telle ressource, donc le game de .class. Et on va définir une create list query builder qu'on va utiliser par la suite. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va lui donner la langue qu'on souhaite utiliser. Et ça nous permet de faire la jointure directement sur la table de traduction. On a fait beaucoup d'abstraits, là, c'était de la base de données, des entités, etc. Maintenant, je vais vous montrer des choses plus concrètes. On va faire des choses dans le back-office de Silus et on va commencer par les grids. Une grid Silus, déjà, qu'est-ce que c'est? Une grid, c'est plusieurs morceaux dans une interface. Et là, notamment, on voit déjà les champs de ma grille. Les champs de ma grille, ici, j'affiche le nom et le constructeur, parce que c'est une grille de console. Donc la console, elle a son nom et elle est reliée à un constructeur. Ensuite, on a des actions. Donc, on a 3 types d'actions. On va avoir les main actions qui sont en haut à droite, ici pour créer une nouvelle console. Au niveau des items, on aura le petit bouton pour éditer et pour supprimer. Et on aura des actions de masse aussi pour venir supprimer en masse des éléments. Et la dernière partie de la grille, ça va être la partie filtre. Ici, on a 2 filtres. On va pouvoir filtrer sur le nom d'une console. Et aussi, on va pouvoir filtrer sur un constructeur avec un sélecteur qui nous propose une sélection de constructeurs. Alors, pour arriver à ce résultat, comment on va faire? Déjà, on va déclarer notre grid. Maintenant, on peut déclarer des grids en PHP. Avant, on faisait principalement en YAML, mais maintenant, tout est possible en PHP. L'avantage de ça, c'est qu'on peut, par exemple, injecter des services et conditionner, selon certaines conditions, l'affichage de certaines colonnes ou de certains filtres. Par exemple, si vous avez une gestion de droit, vous pouvez dire j'affiche telle colonne pour tel rôle. Du coup, quand on va déclarer la grid, on va déjà lui donner son nom. On va l'appeler AppConsole et je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de vous dire, mais il faut étendre la abstract grid et implémenter la ressource-aware grid interface pour dire à Silus, attention, c'est une grid de ressources. Avec Silus, c'est possible de faire des grids d'autres choses que des ressources. Et donc, je déclare le nom de ma grid, qui est AppConsole. On va lui dire la ressource à utiliser pour afficher la donnée, c'est la console. Et ensuite, on va construire notre grid. Donc, pour construire la grid, on va utiliser la méthode buildGrid. On va commencer par dire, quand on arrive sur la page, on trie par nom. Et ensuite, on va définir les 2 colonnes qu'on a vues précédemment. On va dire tu affiches le nom, et qui va être sortable avec le setSortableTrue. Et ensuite, on va donner la colonne constructeur. Et le petit spécifique sur cette colonne, c'est que comme on veut le nom du constructeur, on va lui dire setPath. Et en gros, en mettant constructor.name, il va faire sur la console, il va faire un getConstructor getName. Comme ça affichera directement le nom du constructeur. Et on le met en sortable aussi pour pouvoir trier dessus. On a vu les différentes actions qui étaient possibles. Donc pour les afficher, là, la main action, ça va être le create. On a les item action où on va mettre l'update et le delete. Et on a les bulk action où on met un delete en bulk.
Toutes ces classes-là, c'est des classes Silus. J'ai juste à faire les use et à utiliser ces classes. Il faut savoir que vous pouvez faire vos propres actions, vos propres colonnes, vos propres filtres. Mais là, le but, c'est d'utiliser déjà ce que Silus nous propose. Et la partie filtre, du coup, on avait deux filtres. Donc, on a un premier filtre sur le nom de la console, qui est de type string. Et après, on va avoir le filtre sur le constructeur. Là, pour le coup, c'est un entity filter qui vient de Silus aussi. Et j'ai juste à lui donner la classe que je souhaite utiliser pour filtrer sur mon entité. Donc ici, on va filtrer sur le constructeur. Pour les autres ressources, c'est le même principe, c'est les mêmes grids. Je ne vous les détaille pas toutes, mais si vous voulez voir les différents cas, vous pourrez aller voir dans le repo, il y aura vraiment tous les détails de ce qui a été fait. Et si on va voir les différentes grids en back-office, ça va donner ça. Donc, au niveau du constructeur, on va juste afficher le nom, on va pouvoir trier dessus et filtrer aussi dessus. Celle-là, très basique, on n'est que sur de la chaîne de caractères. Ah pardon, zut, du coup, je vais juste reprendre la vidéo dès le début. Hop. Donc on a le constructeur où on trie et on va filtrer dessus. Tac. Hop. Ensuite, on va voir les consoles. Donc les consoles, on l'a vu précédemment dans les captures d'écran. Donc on a bien le nom et le constructeur. Je peux filtrer dessus, trier dessus et ça fonctionne. Et on va avoir les deux filtres qu'on avait dans la capture d'écran aussi. Là, on peut filtrer sur le nom de la console. Et on va pouvoir aussi, je vais réinitialiser normalement, hop. Et l'entity filter, on a bien le sélecteur, on choisit et on filtre. Pour les jeux, la subtilité, c'est qu'on a le champ console qui va lister les consoles. Là, pour le coup, c'est un champ twig où on déclare un template twig. Je vous invite à aller voir dans le repository si ce genre d'affichage vous intéresse. Tout est pareil, tout est détaillé dedans. Et là, on voit qu'on a mis un filtre sur le nom du jeu. Et on a aussi un entity filter, mais cette fois-ci en multiple, où on va pouvoir filtrer sur les consoles liées au jeu. À noter que si vous mettez plusieurs valeurs, ça fera un ou sur les valeurs. Bon, on a bien avancé, on a déjà fait une partie du chemin. On a une belle démo. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas déclarées et qui fonctionnent. Donc, on va le voir ensemble maintenant. Notamment les routes pour accéder à la grille. Et les liens sur le menu à gauche, ils ne sont pas apparus tout seuls non plus. Avec Silus, on va pouvoir gérer ces CRUD hyper efficacement. Donc CRUD, pour rappel, c'est Create, Read, Update, Delete, et on va pouvoir gérer ces ressources depuis le back-office. Pour y arriver, je retourne sur l'entité jeu, ici, dans notre exemple. Donc je reprends la classe Game, et en attribut PHP-Vite, on va lui mettre un Silus CRUD route. L'alias de ma ressource, je l'ai déplacé dans le CRUD route pour éviter que ce soit redondant. Et les différents paramètres qu'on va lui donner. Donc là, je vais lui donner le except show, parce que je ne veux pas afficher un jeu en back-office. À savoir que l'inverse existe, on peut mettre only. Donc except show, ça équivaut à un only index create update delete bulk update. Ensuite, on va lui donner le formulaire à utiliser pour les formulaires de création d'édition. Donc c'est le game type. Pour le index, on va lui donner la grid à afficher, donc c'est la game grid qu'on a créée précédemment. Et ensuite, on va lui donner le chemin. Donc moi, c'est le préfixe de l'admin /games. La section admin pour lui dire qu'on est en admin. Et les templates. Donc on utilise ceux de base de Silus. Parce que pour le coup, je n'ai pas besoin de personnaliser les templates des CRUD. En faisant ça, et en lançant un debug router, on voit directement que j'ai toutes mes routes qui m'intéressent avec la cible, le préfixe de l'admin. On fait la même chose pour les consoles et les constructeurs, comme ça on a toutes nos routes pour gérer nos ressources. Pour les API, il y a deux façons de faire. Silus il propose un mode de son côté, on va dire, où en YAML, je vais pouvoir déclarer des routes de type Silus Resource API. Je vais lui donner le début de la route, donc app_constructor, et on va lui donner l'alias de la ressource à utiliser. Donc, si on veut des routes pour les constructeurs, on va lui donner l'alias app.constructor. Pareil, si on débug les routes, on voit que j'ai bien des routes accessibles en front, les différents endpoints pour gérer notre ressource. Il y a une autre façon de faire. Je disais tout à l'heure, entre Silus 1 et Silus 2, on est passé en API Platform 4. On peut déclarer nos API de ressources
avec API Platform. Et pour ça, on fait juste le use de API ressources d'API Platform. Et en allant sur /API/v2, on voit bien que j'ai tous les endpoints pour mon constructeur. Ça, c'était pour les routes. Maintenant, on va rajouter rapidement les liens dans le menu de l'admin. Donc, Silius va déclencher un événement pour dire « Hey, coucou, je suis en train d'afficher le menu de l'admin, qu'est-ce que tu veux faire ?» Donc, nous, on va se créer un event listener sur le main menu builder. Et dedans, on va tout simplement créer une section qu'on va appeler « Jeux » et on va mettre les 3 liens. Donc, le lien pour accéder au constructeur, aux consoles et au game. Je vous montre un formulaire déjà pour gérer nos CRUD. Comme on a déclaré dans les CRUD routes les form types qu'on allait utiliser, ici on a le formulaire de la console. Donc le formulaire de la console, il va étendre le abstract resource type pour dire ceci est un formulaire de ressources. Une fois que je lui ai dit que c'est un formulaire de ressources, je vais devoir lui dire de quelle ressource il s'agit. Donc dans le constructeur, on va pouvoir auto-wire avec un attribut PHP 8 la classe de la console. Donc c'est de la syntaxe, hein, comme la ressource s'appelle app.console, la classe à donner c'est app.modèle.console.classe. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir construire le formulaire. Donc dans le formulaire, c'est très standard, hein, on est sur un champ texte pour le nom. Pour le constructeur, on est sur un entity type, on va lui dire que l'entity type c'est un constructeur. Je le mets en autocomplete à true. Et dans le query builder, on va faire en sorte que tout soit trié par ordre alphabétique parce que c'est toujours plus simple quand c'est trié, quand il y en a beaucoup. Et on voit aussi que j'ai le champ pour gérer mon logo qui utilise le image type du Media Manager. Comme ça, je n'ai pas à me soucier de l'upload des images, etc. Tout est géré par le plugin. Ça, c'était la ressource simple sans traduction. Maintenant, on va voir comment gérer un formulaire avec les traductions. Ici, l'entité jeu, on sait qu'elle est traduite. Et donc, dans son formulaire, je vais avoir un champ translations au pluriel à rajouter et qui va être de type resource translation type. Donc, c'est un form type qui est donné par Silius. Et en paramètre, on lui donne le entry type. Donc, ici, la traduction de mon game, c'est un game translation. Eh bien, voyons l'état de nos CRUD maintenant. Hop, niveau constructeur, on a le formulaire le plus simple avec le nom et l'image. L'image, voilà, quand on clique, on a le Media Manager qui s'affiche, on peut faire ce qu'on veut. Si je reviens en arrière et que je veux créer un nouveau constructeur, on voit bien que j'ai mon formulaire qui fonctionne. Pareil pour les consoles. Donc pour les consoles, on a rajouté une liaison, un N avec les constructeurs. Donc on voit bien ici que c'est un champ de type entité en autocomplete. Tout est trié comme on voulait. Le formulaire de création, pareil. Et pour finir, le formulaire des jeux, où là, la subtilité, c'est qu'on a les traductions. Donc ici, comme on a plein de langues en exemple, on a plein de langues possibles, mais j'ai bien qu'un champ avec le nom du jeu et pour la langue en cours. Après, on a la relation NN avec les consoles, toujours en autocomplete, mais cette fois-ci en valeur multiple. Et l'image du jeu, où là, j'ai mis un logo à FUP parce que je ne voulais pas faire plein de jeux à la main. C'est un peu chiant. Et justement, en parlant de données de test, on a vu dans les grilles qu'il y avait plein de données, dans les formulaires qu'il y avait des constructeurs des consoles. Ils ne sont pas apparus par magie et on les a créés dès le départ. Donc, je parlais des fixtures. Les fixtures, c'est pour mettre en place des données de test. Et on va les créer ensemble. Là, par exemple, pour créer une fixtures pour les consoles, on va devoir étendre la abstract resource fixture de Silius. Ensuite, on va lui donner en paramètre le console manager. Donc ça, c'est un service qui a été auto-généré parce que j'ai une Silius ressource. Et en deuxième paramètre, on va lui donner une factory de fixture. Donc là, c'est la console fixture factory. Cette classe, pour le coup, elle va me permettre de définir la fixtures et la console fixture factory, elle va créer les objets. On va la voir après. Mais là, comme on est dans la déclaration, je vais donner le nom de la fixture dans la méthode getName. Et ensuite, on va lui donner le format à déclarer. Donc, on va dire une console, ça se compose d'un nom, d'un logo et d'un constructeur. Au niveau de la console fixture factory, on va étendre la abstract example factory et implémenter la example factory interface.
Ça permet à ce que Silus gère plein de choses pour nous qu'on n'a pas à faire. Nous, on va se concentrer sur la configuration des options. Donc, on va lui dire, je te donne un nom, mais si tu n'en as pas, tu en prends un aléatoire. Je te donne un logo, mais si tu n'en as pas, tu prends rien. Je te donne un constructeur. Alors, si je te donne le constructeur, c'est son nom. Donc, tu vas chercher dans le constructeur repository, pareil, qui est un service soit autogénéré, soit qu'on a implémenté, et de chercher sur le champ nom. Et s'il n'y en a pas, bah, tu en prends un aléatoirement. On a défini les options. Maintenant, on va créer l'objet. Donc, on utilise la méthode create et on résolve les options qu'on a définies précédemment. Ensuite, on utilise la factory pour créer l'objet et on vient juste setter la donnée. À noter que le option constructor, c'est plus le nom de mon constructeur, mais c'est bien l'objet. On a défini le format. Bah, maintenant, on va définir le contenu. Le contenu, comme je disais, j'utilise le Rich Editor pour charger des images. Donc, c'est la première partie avec la fixture name Monsieur Biz Rich Editor File. Donc, je vais charger les logos de mes consoles. Et en dessous, la app_console, c'est le nom de la fixture qu'on a créée. Et on va donner le nom du jeu, le nom du constructeur, le nom de la console, pardon, le nom du constructeur et son logo. À côté de ça, je vais créer un fichier YAML où je vais importer toutes mes fixtures une par une. Et je dois bien le faire dans l'ordre parce que j'ai besoin de mon constructeur pour les consoles et des consoles pour les jeux. Pour les jeux, je vous montre un exemple parce que, comme je disais, je ne voulais pas tout faire à la main. Là, j'en génère 200 aléatoirement. Par contre, je vais lui dire, tu ne fais pas tout en aléatoire. Je te donne un prototype pour l'image que j'ai appelé cover. Et pour l'image du jeu, tu utilises ça pour tout le monde. On a bien avancé dans notre voyage. On a fait du back-office. Maintenant, on va attaquer le front. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire en front? On va vouloir lister les jeux. Et au clic sur un jeu, on va vouloir afficher ces détails. Pour la liste des jeux, on va devoir déjà déclarer une route. Et pour déclarer cette route, on va utiliser le contrôleur de ressources Silus. On a vu au tout début que quand on générait des services, on avait le contrôleur app.controller.game, qui est un ressource contrôleur. Ben, on va s'en servir ici. En front, par défaut, les routes sont préfixées par la locale. Donc là, j'ai mis la locale avec ses requirements. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a juste en dessous, donc le contrôleur. Et on va utiliser le index action pour dire tu me listes mes ressources. Et pour le coup, ici, ça va lister nos jeux. Et après, on a le petit paramètre underscore Silus. On va lui dire avec cette collection de jeux, tu vas l'afficher sous forme de grid avec tel template. Pour la grid, maintenant, vous êtes rodé parce qu'on a vu comment les faire en back-office, mais c'est le même principe. Je déclare son nom, sa ressource, et dans le build de la grid, on va utiliser le create_list query builder qu'on avait mis dans le repository, avec en paramètre la locale, sachant que Silus va nous donner un service pour récupérer la locale en cours d'utilisation par la personne. Et après, on va dire, tu les tries par nom parce que c'est plus intuitif pour chercher, et tu en mets 12 par page. Pour faire l'affichage en front, on va mettre en place et utiliser des twig hooks. J'en parlais du passage de Silus 1 à Silus 2, il y a les twig hooks qui ont été implémentés. Qu'est-ce que c'est? C'est des événements qui sont déclenchés dans les templates. Et pour ceux qui ont déjà fait du Silus 1, ça remplace les Silus Twig Events. On va aussi pouvoir, avec les twig hooks, gérer une notion de priorité. Et on va aussi pouvoir désactiver des hooks s'il y en a qui ne nous intéressent pas. Pour le coup, là, c'est le template d'affichage de la liste des jeux. Donc, on va extend le layout de base de Silus. Et dans la partie contenu, on va lui dire, tu déclenches un hook qui s'appelle app.game.index et tu lui donnes telle variable. Donc, c'est des variables définies par Silus. Celle qui va nous intéresser le plus, c'est la resources, parce que c'est elle qui contient nos jeux. Là, en l'état, si je vais sur ma route, j'ai rien, parce qu'on déclenche un hook, mais on n'a rien mis dessus. À noter qu'en bas, vous voyez dans la toolbar, il y a une petite icône où Silus vient mettre le debug des twig hooks. Donc si on clique, on voit qu'on va avoir toute la liste des hooks qui sont appelés. Et il y en aura deux sortes. Là, dans mon cas, il y aura tous ceux qui sont préfixés par app.game.index et ceux qui sont préfixés par Silus shopBase. Silus shopBase, ça va vouloir être si vous voulez vous attacher à toutes les pages du front du site. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut s'attacher
à l'affichage de la liste des jeux qui est app.game.index, qui est le hook qu'on a déclenché. Et donc pour s'attacher à des hooks, on va déclarer ça en YAML. Donc on se met sur le hook app.game.index qu'on a déclenché. Et on va définir 4 contenus, un fil d'Ariane, un titre, un contenu, donc qui va contenir la liste des jeux, et une pagination. Au niveau des templates, je vais aller assez vite. On a le fil d'Ariane, c'est une macro qui est proposée par Silus. On lui donne les éléments, donc on va lui dire il y aura accueil, flèche, jeu. Au niveau du titre de ma page, c'est juste une chaîne de caractères qui est traduite. Et dans le contenu, on va récupérer notre liste de jeux. Et pour faire ça, on a une méthode qui s'appelle getHookableContext. Et ça va donner le tableau de variables qu'on avait mis en paramètre dans le hook. Donc, je vous avais dit que la variable importante, c'était resources. On vient la récupérer ici. Donc, dans resources, j'ai la liste des jeux. On va boucler dessus. S'il n'y en a pas, on affiche qu'il n'y a pas de résultat. Et s'il y en a, on boucle dessus. Je ne vous montre pas le template de carte parce que c'est du pur bootstrap, mais sachez qu'on affiche juste l'image, le nom et les consoles du jeu. À noter que je fais un include pour la carte. J'aurais très bien pu faire un hook et déclarer des hooks pour afficher ma carte. Mais là, on veut faire un truc simple, c'est juste un include. Le template de pagination, pareil, on a une macro Silus, on va l'appeler, on va récupérer les ressources. Cette fois-ci, on doit aussi récupérer la variable configuration. Mais après, on a juste à lui dire, s'il y a une pagination affichée, tu l'affiches. Le résultat en front, ça va être le suivant. Donc, on voit bien que j'ai mon fil d'Ariane, j'ai mes jeux, on a la liste de jeux avec les images, le nom et les consoles, et la petite pagination pour pouvoir naviguer de jeu en jeu. Je fais un petit aparté sur les debugs des Twig Hook. Il y a aussi un autre moyen, c'est que quand vous dépliez la console, vous verrez dans le markup seulement en dev, mais il y a plein de commentaires qui vous donneront le nom du hook, la priorité, le template qui est affiché. C'est hyper pratique pour cibler un élément et savoir qui l'affiche. Pour l'affichage d'un jeu en front, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser la même ressource contrôleur au niveau de la route. Donc c'est le app.controller.game. Cette fois-ci, on va utiliser le showAction pour dire j'affiche une ressource. On va mettre en petit paramètre dans l'URL l'ID du jeu qu'on souhaite afficher. Et dans les petits paramètres Silus, on va dire le template à utiliser, c'est le show. Et la façon d'aller chercher la donnée, c'est un find du repository avec en argument l'ID. Ça permet d'avoir ses propres méthodes. On peut mettre les paramètres qu'on veut et les méthodes du repository qu'on veut. Au niveau des templates, on va faire la même chose, sauf que le hook, ce sera app.game.show. Et on va déclarer nos hooks. Le fil d'Ariane, le titre. On va en profiter pour afficher une nouvelle fois les consoles d'un jeu. Et on va afficher les contenus avec l'image, parce que là, pour le moment, j'ai qu'une image à afficher. Donc au niveau du fil d'Ariane, même chose, page d'accueil, liste des jeux, et on va mettre le nom du jeu. Le titre d'un jeu, on récupère la ressource. Donc là, j'ai mis notre syntaxe, hookable.metadata.context. C'est pareil que la méthode qu'on a vue précédemment. Et pour les consoles, on va boucler sur les consoles et les afficher. Et au niveau du contenu, comme je disais, on affiche juste la petite image. Pareil, on récupère le jeu et on vérifie s'il a une image et on l'affiche. Le résultat va être le suivant. Donc on a bien tout ce qu'on a déclaré. Bon bravo, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a fait du front, du back, on a vu plein de trucs. Maintenant, on a le temps pour les petites astuces. Donc déjà, astuce numéro 1, le fil d'Ariane en admin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le fil d'Ariane, quand on était dans le formulaire d'édition d'un constructeur, on avait le nom du constructeur qui s'affichait. Par défaut, j'aurais eu que l'ID. Et comme ce n'est pas très sexy, avec un twig hook, on va se mettre sur le bon hook, on va utiliser le template de Silus, et on va lui dire le champ à afficher, c'est le name. Et dans ce cas-là, j'ai bien le nom de ma ressource que je suis en train d'éditer qui va s'afficher. Autre chose, c'est les messages en admin. Si on édite un constructeur, vous verrez le message, pour le coup, constructeur a bien été mis à jour. Alors pareil, ce n'est pas terrible. Et dans ce cas-là, vous pouvez déclarer des traductions. Comme c'est app.constructor, on fait app.constructor. Pareil pour console et game, et on met nos traductions. Et une fois qu'on a sauvegardé, on a bien la bonne trad.
On va aussi en profiter pour changer le menu en front. Parce que là, pour le moment, ça mène vers des catégories qui ont été proposées par Silus, ça ne m'intéresse pas. Là, j'aimerais bien qu'on mette le lien pour accéder à la liste des jeux. Pareil, on va utiliser les twig-hooks. On va dire, tu te mets sur la navbar. J'aurais pu remplacer le template, mais là, je voulais montrer une désactivation. Donc, on va désactiver le hook du menu et je vais créer mon propre hook en disant, tu affiches tel template. Le template, je vous épargne les détails, c'est du Bootstrap, il y a la gestion du mobile, de l'accessibilité, etc. Il y a un autre lien ici, voilà, il est là, et il va mener vers la liste des jeux. Et là, on a bien le lien dans notre menu qui nous permet d'accéder à la liste. Petit bonus, parce qu'on n'a pas encore parlé de Live Component. Déjà, qui connaît les Live Components? Ok, bon, ça c'est top. On va en profiter, on va changer le formulaire des constructeurs pour avoir un Live Component pour pouvoir changer les consoles directement dans le formulaire des constructeurs. Pour faire ça, j'ai fait une form extension pour le séparer du formulaire du constructeur. Et on va utiliser le Live Collection Type proposé par Symfony UX. On va le configurer, on va lui donner ses entry options. Donc on lui dit l'entité, c'est la console. Tu tries par ordre alphabétique et tu autorises l'ajout et la suppression de consoles. Si je vais en back-office, on a bien le formulaire, on voit bien nos différents éléments. Par contre, le souci, c'est que quand on va cliquer, pour le moment, rien ne va se passer. Parce que Silus ne sait pas que mon formulaire constructeur est un live component. Et du coup, on va lui dire. Pour lui dire, déjà, il faut déclarer le live component. Silus propose son propre live component, donc on va utiliser le resource form component et on va lui donner les arguments dont il a besoin pour fonctionner. Donc on va lui donner le repository de la ressource, la form factory, donc là pour le coup c'est la standard de Symfony. On lui redonne le modèle de la ressource à utiliser et le formulaire. Et ensuite on va le taguer, on va lui dire tu es un live component admin, parce qu'on peut très bien faire des live component shop, et on va lui donner la clé ou le nom de notre live component. Maintenant qu'on l'a déclaré, on va l'utiliser. Donc pareil, on va revenir sur notre twig-hook et on va lui dire à l'update, donc il faut faire pareil pour le create, mais à l'update, tu vas utiliser mon live component et on va te donner les variables dont tu as besoin, donc la ressource en cours, le formulaire en cours qui viennent du hook et le template. Donc là, c'est le template de Silus parce que je n'ai pas le mien. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne. Je peux supprimer mes consoles et je peux aussi en ajouter. Bon, voilà, on en a vu des choses et j'ai réussi à caler les tips, donc je suis content. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aller plus loin? On aurait pu avoir des filtres sur la liste des jeux en front. On aurait pu avoir des slugs dans nos URL plutôt qu'un ID. Et on aurait pu agrémenter les jeux avec une description, etc. Mettre plein de trucs. Libre recours à votre imagination. Merci à vous. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Une question, donc la question aura un éléphant Silus. On a 4 minutes pour la question. Ah voilà. Bon s'il y a plusieurs questions, c'est Octogone. Bonjour, merci pour le talk. Moi j'ai une question, est-ce que avec Silus me permettrait de faire un peu le même type d'application, mais au lieu de vendre des jeux vidéo ou quoi que ce soit, je voudrais vendre par exemple un abonnement à quelque chose, ce qui fait que j'ai besoin d'espèces de tunnels de vente, qui ferait qu'on donnerait par exemple les noms des personnes qui sont concernées par l'abonnement. Est-ce que tu n'as pas du tout montré de formulaire en fait côté Alors tu vas devoir développer par toi-même, mais c'est très simple avec Silus pour le coup. Chez Monsieur Biz, on a déjà eu des complexités métiers assez poussées. Donc de base, tu n'auras pas la possibilité de le faire, mais en codant, ça se fait hyper facilement. Et si ta conception est bien faite, tu as tous les outils pour pouvoir parvenir à tes fins. Pour le tunnel, tu peux changer les étapes du tunnel, c'est un workflow. Ou après, si tu veux mettre les infos dans ta fiche produit, pareil, tu peux créer des live components et mettre tes participants à ce moment-là. Tu peux vraiment faire plein de choses. Salut, merci pour la conf. Je me demandais, là c'est tous des contrôleurs magiques, entre guillemets. Est-ce que, parce que nos métiers ont du talent et inventent toujours plein de choses, est-ce que tu pourrais dire, moi j'ai quelque chose de très spécifique à faire, est-ce que je peux brancher mon propre contrôleur pour faire la liste de telles ressources? Alors, en Silus 1, j'évitais d'étendre le ressource contrôleur parce que c'est très chiant. Silus 2, j'ai pas encore eu à le faire.
Mais après, tu peux très bien définir tes propres routes et avec le underscore Silus, dire que c'est une ressource. Donc, tu n'es même pas obligé de l'étendre, c'est que tu peux t'en servir. Et alors, je ne sais pas comment expliquer, mais tu crées ta classe et tu peux l'associer à ta ressource sans souci parce que de toute façon, comme tu as plein de services qui sont autogénérés, tu peux auto-wirer ton repository. Enfin, tu as tellement de possibilités qu'en déclarant ton propre contrôleur, tu peux arriver à faire ce que tu veux faire. Et après, dans le underscore Silus des contrôleurs, on peut vraiment faire plein de choses. Là, je suis allé vraiment dans des cas très simples. On a encore un peu de temps pour les questions. Merci. Moi, j'avais une question sur les macros Silus. Est-ce qu'on est obligé de les utiliser ou bien on peut, par exemple, la pagination, on est obligé d'utiliser la macro ou on peut customiser C'est une macro qui est basée sur PagerFanta. Après, bah, tu fais ce que tu veux, soit tu l'inclus et tu t'en sers, soit tu fais comme on récupère la variable, on l'injecte dans la macro, bah, tu récupères la variable et tu gères toi-même ta pagination. Et on peut aussi utiliser nos propres templates de pagination. On peut lui dire, bah, tu pagines, mais avec ce template-là. Enfin, merci Maxime. Alors, il y a les petits QR codes pour donner votre avis, n'hésitez pas. Et il y a l'autre QR code, c'est vers l'article de mon site qui mène vers la conf. Il y a le lien vers le repository et je mettrai les slides dans la journée. Il faut que je décide qui a gagné l'éléphant. Tu as préféré quelle question? Comment? Ouais, on a un peu de temps pour un octogone? Non, la première, j'ai bien aimé c'était sur la complexité métier, donc je trouvais ça pas mal. T'attrapes? Hop! Eh ben merci!